Ouais, mais là, ça fait drôle, hein? Le hockey vient un petit peu plus tard dans l'épisode. J'espère que vous n'avez pas trop fait le saut, d'ailleurs, en début de show. Mais voyons, il est où le hockey? C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard qu'on parle de tout cela. Bon, là, justement, on redescend un petit peu tu sais, de cette... de ces premiers jours quand même un peu fous de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Puis là, juste après le repêchage, pas eu encore eu de la transaction que peut-être tout le monde souhaite à Montréal, mais bon, chaque chose en son temps. Messieurs, on a vu là, les premières images de la Coupe Stanley. Maintenant détentrice, là, dont les Hurricanes en sont détenteurs, en fait. Je veux dire, ça a fait le tour de l'Internet, ça a tout cassé, les gars. C'est drôle, hein? On parle beaucoup des Hurricanes, de cet aspect familial, hein? Cet aspect du collectif, hein? Cet aspect, il y a pas, tu joues pas pour le nom en arrière, tu joues pour le logo en avant. Ben, vous savez quoi? Tom Dundon, il a dit au diable. Tu sais quoi? Avant même un seul joueur, ma progéniture au complet et les 4 prochaines générations seront sur la Coupe Stanley. Avant même d'avoir un seul joueur. Quand même fou quand on y pense, là. Ben, en même temps, dans un sens, ça a toujours été le même. Là, c'était tout le temps le propriétaire, le DG, les coachs, puis après ça, c'est les joueurs. Fait que, Ben, ça change pas vraiment, là, mais j'avoue que. C'est tout qui est non, mais comme au Super Bowl, c'est le propriétaire de l'équipe qui vient chercher le Vince Lombardi. Comme, OK, tu signes les chèques. Ça m'énerve, j'ai ça. On a ça, mais en même temps, je pense plus parce qu'on vient d'une culture de hockey plus que d'autres choses. Là, c'est vraiment imprégné dans la culture que même les joueurs de la NFL, ils disent ils en font pas tant, puis ils comprennent pourquoi c'est le propriétaire que tout ça. Mais je vais vous dire un truc, là. Le jour où ce que Rob Brind'Amour va partir, là, Tom Dundon va tellement se faire expose comme propriétaire, là, ça n'a aucun sens. Là. Aucun sens. Puis, ce qu'il a fait avec la Coupe Stanley, tu sais, à la limite, là, il aurait pu je pense que c'est Jeff Marek qui avait écrit ça sur Twitter. À la limite, tu aurais pu juste marquer Dundon Family. That's it. Ça aurait été juste une petite façon d'inclure la famille et tout ça. Mais là, tu as 5 kids, puis ta femme sur la Coupe Stanley. Moi, on entend des histoires de Tom Dundon avec les Kings et avec les Trailblazers. Là. Ouais. Le jour que Rob Brind'Amour va partir, là, watchez bien cette fameuse culture du collectif des Hurricanes que tout le monde aime parler et inventer. Là. Tom Dundon n'aura pas cette culture-là. Rob Brind'Amour, c'est lui qui a installé cette culture-là. À la limite, tu pourrais même sortir que Don Waddell a amené cette culture-là. Là, il n'est plus là. C'est rendu Eric Toski, là, mais Rob Brind'Amour, ça fait déjà quelques années que ça signe un contrat d'un an, puis on continue, puis on verra si ça continue. Si ça part, là, cette culture-là, c'est terminé. C'est pas Tom Dundon, le cheap-ass owner, billionaire, qui vient de mettre 5 enfants, ses 5 kids sur la Coupe Stanley, qui va amener cette culture-là dans le futur. Là. Aucune chance. Puis, tu sais, il y a eu toute l'histoire. On a ressorti la conquête des Panthers l'an passé, quand on parlait de la famille Viola, qui était beaucoup sur la Coupe Stanley. Et la différence dans les deux cas, c'est que la famille Viola, les enfants de, si je me trompe pas, c'est Frank, le nom du Big Boss en haut. Ces enfants travaillaient tous pour les Panthers en tant que gouverneur associé. Je crois que le titre qu'on leur donnait. Bon, là, libre-vous de croire si c'est un vrai titre ou non, à quel point ils travaillaient pour de vrai là-dedans. Mais tu sais, ça reste qu'officiellement, c'était des employés de l'équipe. La différence avec ça, c'est que Tom Dundon a, parmi les personnes qui ont leur nom sur la Coupe Stanley, on parle de son plus jeune enfant qui est à l'école primaire et qui ne va pas à l'école, qui va même pas à l'école en Caroline du Nord. C'est même pas proche de là. Fait, je pense que c'est ça aussi qui passe un peu mal. Je pense que c'est surtout à ce niveau-là que ça passe un peu de croche. Puis ça a rappelé l'autre histoire qui est sortie, c'est les Oilers. L'année exacte m'échappe, mais quand le propriétaire avait fait la même chose, il avait mis le nom d'un de ses jeunes enfants et on avait mis des X. C'est pas son père? Je crois que c'était son plus jeune fils.
OK. De mémoire, l'histoire que j'avais lue. On avait mis des X partout sur son nom au final. On avait juste rayé le nom de la personne. Ce qui est possible de faire. On l'avait vu avec l'histoire Carl Beach, avec c'est Brad Aldrich, le nom qu'on avait retiré. Effectivement, on en vient vraiment à toute cette histoire-là qui passe un peu tout croche, qui met un peu d'ombre sur c'est une controverse de saison morte, là, qu'on soit bien clair. Là, on s'en foutrait complètement si c'était pendant le repêchage. Là. Mais c'est un peu dommage que certaines personnes, dont le gérant de l'équipement de l'équipe, qui est là depuis 1976, n'ait pas son nom sur la Coupe Stanley parce qu'on a voulu, parce que tu as une limite de nom que tu peux donner, et qu'on ait préféré les noms de toute la famille du propriétaire. Et un joueur aussi. Il y a un joueur qui joue 38 matchs cette saison. Nystrom, un défenseur qui n'a pas son nom sur la Coupe. Est-ce que le gars de l'équipement a son nom sur la Coupe de 2006? On sait-tu cette information-là? Oh, ça, je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas la réponse. Mais il l'a pas sur celle-là, en tout cas. Mais tu sais, c'est un peu comme si Montréal avait gagné une coupe récemment et qu'on n'avait pas mis le nom de Pierre Gervais dans les années où il était encore là. Je veux dire, Pierre Gervais est une partie intégrante de ce qui s'est fait à Montréal pendant littéralement 2021. C'est ça, tu sais, oui, et 2021. C'est comme si on avait gagné en 2021 si on n'avait pas. Contre les Islanders, soit dit en passant. Ça aurait vraiment mal passé de ne pas mettre le nom de Pierre Gervais à ce moment-là. Et je pense qu'il y a un peu. Surtout si maintenant Jeff Molson avait mis le nom d'un jeune enfant de 8 ans au lieu de mettre le nom de Pierre Gervais, je pense que ça aurait passé un peu tout croche. Mais tu sais, en même temps, c'est. Les fans des Hurricanes, aussi passionnés qu'on devrait leur donner, je pense que ils ont prouvé hors de tout doute, c'est vraiment une fanbase passionnée qui ont passé les dernières années à dire pourquoi personne ne prend les Hurricanes au sérieux. T'as ça. Tu gagnes la Coupe Stanley, puis ton cheap-ass billionnaire propriétaire qui décide de faire une connerie. Et ça c'est juste la plus médiatisée, mais juste aller googler Tom Dundon, dans les dernières années, ce qu'il a fait comme move pour sauver de l'argent, c'est 100 fois pire que mettre ses enfants sur la Coupe Stanley. C'est juste que là, c'est plus médiatisé. C'est un bon moment, comme disait Félix. On est au mois de juillet. Il n'y a rien à parler. Fait que, allez googler ça. C'est pour deux franchises, là. C'est pas juste les Hurricanes, c'est les Trailblazers de Portland aussi, pas plus tard que cette année aussi. Puis là, on va voir le même gars prendre le crédit d'avoir amené cette culture-là puis d'avoir gagné. Mais c'est comme je disais, quand Rob Brind'Amour va partir éventuellement, regardez comment que les Hurricanes de la Caroline vont se débrouiller dans les années suivantes. Ça ne sera pas pareil, je vous le confirme. Le documentaire Netflix va être bon quand ça va sortir. Ça va être bon. Le DVD du championnat va être incroyable. Le fameux DVD du championnat qu'on peut trouver genre chez Walmart une couple de mois après. T'es comme, ah, mon Dieu, j'avais oublié ça. Puis, en Blu-ray, quand c'était cool en 2008, là, en Blu-ray. Là. Ils se vendent le cul pour en vendre, Pop. Ah, je dis pas le contraire, mais c'était cool en 2008, le Blu-ray. Là. Ouais, puis maintenant, les disques, c'est plus cool selon Sony. En tout cas, petit commentaire éditorial. Allez faire une recherche rapide sur Twitter, vous allez comprendre. Messieurs, on veut aller où avec ça? On parle de deux organisations qui sont sur le point d'être à la croisée des chemins dans l'Association de l'Ouest. Vous voulez commencer par où? Tu proposes quoi d'abord? Bon, d'abord, je vais y aller avec ce que j'ai. Messieurs, vendredi, en fait même, c'était vendredi ou jeudi, bref. Jeudi. Finalement, les Ducks d'Anaheim ont réussi à matcher l'offre qui avait été faite par les Flyers de Philadelphie pour Leo Carlsson. Alors, c'est officiel, Leo Carlsson, en fait, ça l'était déjà du moment qu'il a signé le contrat. Maintenant qu'il a le contrat avec les Ducks à côté, il est le joueur le plus dispendieux dans la Ligue nationale de hockey. Maintenant, au jour où on se parle, OK? Là, ça n'a pas trop changé, c'est 12 millions de dollars qui restent sur la masse salariale des Ducks d'Anaheim. OK, garde, tu sais quoi? C'est short, mais les Ducks ont quand même une bonne équipe, tout ça. Mais il y a un petit problème qui s'en vient l'année prochaine. Cutter Gauthier est dû pour une prolongation de contrat. Alors, c'est super cool pour Carlsson. Excellent joueur. Écoutez, si c'était pas de blessure, je veux dire, les chiffres, oui, ça aurait été plus que 60 et quelques points. Là. Mais là, tu le vois déjà arriver dans le rétroviseur. Hein? Tu le vois, pas le rétroviseur, mais qui t'attend dans le coin. C'est la varlope que sera
devoir accommoder un prochain contrat pour Cutter Gauthier. Parce que certainement, il commandera un salaire annuel bien en haut de 12 millions de dollars. Je pense que oui. Puis, juste pour préciser, quand tu dis l'année prochaine, écoute, je fais l'erreur 1000 fois pendant la saison morte. Cutter Gauthier a besoin d'un contrat pour la saison qui s'en vient. C'est pas dans un an. Il a besoin de signer un contrat pour 2026-2027. Oui. Mais écoute, la saison prochaine est en 2026. Juillet où je fais cette erreur-là 1000 fois par jour. Fait que je te comprends. Fait que pour 2026-2027, Cutter Gauthier a besoin d'un nouveau contrat. Oui, les Ducks sont un peu dans le trouble, surtout que dans un an, il va aussi avoir Beckett Seneke qui va avoir besoin d'un contrat. Ça va être un autre gars qui va demander une tonne d'argent. Ça, à la limite, c'est un problème qui risque de se régler un peu plus naturellement quand les contrats de Chris Kreider, Alex Killorn et Frank Vetrano. Vetrano, c'est encore quelques années, par exemple, mais c'est moins épais. C'est des contrats qui vont éventuellement quitter les livres. Ça va donner un peu de lousse pour aller signer. Le problème, c'est que Gauthier, en ce moment, surtout avec le contrat signé par Carlson, il voudrait 14 à 15 millions par année, ce qui est. Cutter Gauthier pourrait demander plus d'argent que Leo Carlson, a connu une meilleure saison que Leo Carlson, puis il y a le contexte de l'offre hostile qui fait en sorte que Gauthier ne se rendra pas à 18 millions, mais quand même. Tu sais, à un certain moment, là, les Ducks se retrouvent dans une position, on en parlait la semaine passée, Pop et moi, on va avoir besoin d'aide pour signer Cutter Gauthier. Il faut qu'on échange probablement Killorn ou Kreider, peut-être Vetrano qui réglerait d'autres problèmes, mais il va falloir qu'un de ces trois gars-là parte pour qu'on puisse signer Cutter Gauthier. Et là, on en revient au même point de les Ducks. Tout le monde sait que les Ducks sont dans une position de faiblesse. Fait qu'il n'y a personne qui va dire ouais, gars, je vais te le prendre, donner un shot de troisième mois pour. Non. Tu le sais que c'est toi qui as le levier, c'est toi qui as la position de force. Fait tu vas aller chercher un atout en provenance des Ducks pour prendre ces contrats-là. Même si, dans un monde normal, tu pourrais probablement échanger Chris Kreider pour un choix quelconque, obtenir quelque chose en retour, mais là, la situation est un peu différente. Puis, par contre, ce qui joue un peu à l'avantage des Ducks, Cutter Gauthier ne peut pas signer une offre hostile, donc tu peux pas te le faire voler. Ça reste un dossier entre toi et lui, mais il va quand même éventuellement falloir que tu ramasses l'argent pour le signer, parce qu'il ne pourra pas jouer gratuitement sans contrat l'an prochain. Il va falloir qu'il signe un contrat, puis il ne se contentera pas de signer pour 10 à 12 millions. Ça va être plus que ça pour Cutter Gauthier avec le dossier Carlson. Puis, tu te mets dans la tête de l'agent de Cutter Gauthier. Je ne sais pas c'est qui de mémoire son agent. Puis, même celui de Beckett Seneke, là, tu regardes Pat Verbeek dans les yeux, puis tu dis, bro, t'as aucun leverage, puis deux, t'es complètement exposé en ce moment. Tu sais, Pat Verbeek va avoir zéro rapport de force dans les négociations. Il a été vu comme un DG qui a mal peut-être géré l'augmentation du cap salarial, puis aussi ses talents de négociateur ont peut-être joué contre lui. Fait que là, il y a zéro position de force. Fait que j'ai hâte de voir aussi surtout Beckett Seneke, tu sais, je pense que Cutter Gauthier, je pense que la voie, c'est on libère, on échange un joueur pour libérer, puis on arrive avec tout ça. Là, ce que j'ai hâte aussi de voir du côté d'Anaheim, c'est qu'est-ce que cette défense-là va faire. Là. Tu sais, Jackson Lacombe, Pavel Mitsuka, OK, c'est bien correct, c'est honnête. C'est des contrats qui, à la fin, pourraient devenir des aubaines. Mais en arrière de ça, tu n'as absolument rien. Là. C'est très rien. Là. Tes débuts d'esprit, Tristan Luneau va devenir vraiment, vraiment bon. Parce que Tyson Inns n'est pas mauvais. Mais tu sais, c'est pas. Il n'y a rien de. Il y en a un qu'on a signé. C'est-tu Nick Jensen? C'est ceux qui ont signé Nick Jensen? Attends, je vais aller. Mais tu sais, ça reste, de manière générale, ça reste plutôt mince pour les Ducks à la ligne bleue. Puis écoute, l'autre affaire qu'il ne faut pas oublier, Cutter Gauthier n'est pas éligible à signer une offre hostile. Beckett Seneke, à moins d'un énorme revirement de situation, va l'être, lui, dans un an. À moins qu'il joue moins de 10 matchs dans la saison à venir. Peut-être que c'est là que ça va commencer à faire mal aux Ducks. Si Pat Verbeek continue à laisser traîner ses dossiers, qu'on ne s'arrange pas pour régler le dossier cet été ou, mettons, tôt dans la saison l'année prochaine, on arrive au 1er juillet, Beckett Seneke devient joueur autonome avec restriction. Là, ça va devenir le fun. Oui, les Ducks vont avoir plus de flexibilité parce qu'on n'aura pas le contrat de Killorn, on n'aura pas le contrat de Kreider, mais ça reste quand même que ça va devenir une cible vraiment intéressante. Tu sais, tu lui donnes un 18 millions, est-ce que Verbeek va vraiment vouloir 2 contrats de 18 millions sur sa masse avec un Cutter Gauthier peut-être à 15 puis un Jackson Lecombe à 9? On a longtemps ri du Corford des Maple Leafs, là, mais ce serait la version encore pas mal pire que ça avec Carlson, Gauthier, Seneke et Lacombe. Et en tout respect, je veux dire, au moins cette équipe des Maple Leafs, à ligne bleue, il y avait Morgan Riley. T'sais, après ça,
tu t'arranges. Mais là, présentement, je veux dire, Tristan Luneau... Mais ils ont Lacombe. Je veux dire, Jackson Lacombe est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Oui, pour oui, vrai, oui. là, mais c'est juste qu'il n'y a personne derrière lui. Il y a vraiment Oui, rien. mais tu sais, je veux dire, ça sera ça à première paire. Oui, c'est ça. Ben, écoute, selon Daily Face-Off, là, en ce moment, la première paire, c'est Jackson Lacombe et Tristan Luneau. Ben, voilà. Ouais. Tu sais, à droite, là, en ce moment, la brigade défensive des Ducks, à droite, c'est, dans l'autre ou dans les deux autres que vous voulez, c'est Tristan Luneau, Ian Moore puis Nick Jensen. Nick Jensen, c'est ça. C'est pas... En tout respect pour Tristan Luneau, là, c'est celui qui a le plus de potentiel là-dedans. Fait que, en souhaitant... Tu sais, moi, j'ai peur qu'éventuellement, Lukas Dostal devienne un John Gibson 2.0, dans le sens que le gars-là, plein de talent, plein de potentiel, mais vu que sa défensive est tellement poreuse, il est rendu fatigué au mois de janvier, février, puis il crash out à la fin de l'année. Ça a été ça, l'histoire de John Gibson en Anaheim. Ça a été des bonnes statistiques. Arrive au mois de février, il a tellement reçu de shots, tellement joué de minutes, il est devenu soufflé, puis les Ducks ont manqué les séries pendant X nombre d'années à cause de ça. Oui. Oui. On a besoin de marquer. Léo Carlson est mieux d'être bon. Cutter Gauthier est mieux d'être bon. Puis Beckett Sedeka est mieux d'être bon. Je veux dire, ça va être ça, les Ducks. Là, je veux dire, à l'argent qu'on va commettre à ces 3 gars-là, 4 avec le com. Les Maple Leafs, puis aussi, il faut être honnête, le plan des Maple Leafs qui a majoritairement fait dérailler ça, c'est que fait que la pandémie est arrivée, le plafond salarial a gelé, il n'a pas augmenté comme on l'avait anticipé, puis ça a fait en sorte qu'on s'est un peu retrouvé menotté, puis on n'a jamais été capable de bien entourer ces 4 gars-là. Mais les Ducks vont au moins avoir ça qui va jouer à leur faveur. À moins d'une surprise, le plafond va continuer de monter en flèche dans les prochaines années. Mais ça reste des sommes d'argent qui vont être colossales pour 4 gars. Là. C'est majeur. T'oublies de mentionner que Carey Price est arrivé aussi pour ce Maple Leafs. Aussi, il est arrivé. C'était bien ça. C'était bien drôle. Aussi. Les Panthers, les Bruins sont tous arrivés. Les Canadiens sont arrivés. Finalement, l'autre équipe dont je voulais parler, bon, il a été mentionné, hein, mais Connor Bedard. Connor Bedard qui, on a appris tout récemment pour son opération devrait rater le début de la saison. Là, en plus, il y a eu l'échange Bowen Byram qui, bon, vous y revenir encore une fois, c'était cher payé. Oui, il aura ses points. Peut-être même, je pense que c'était Félix qui a dit, peut-être un geste de panique aussi de la part de la direction des Blackhawks, considérant que, bon, il y a des ententes qui ont besoin d'être renouvelées, ou du moins on arrive à la fin des ententes actuelles. Je veux dire, t'es comme à mi-chemin un peu partout à Chicago, puis tu compares, par exemple, là, le gros comparatif, c'est de regarder les Sharks qui ont entamé la reconstruction, en même temps, une année après, puis regarde où ils sont à des années-lumière de où les Blackhawks sont en ce moment. Je veux dire, tu te retrouves où en ce moment dans les Blackhawks si c'est pas un wasteland, si c'est pas un champ avec rien? T'es littéralement dans No Man's Land. T'es littéralement dans No Man's Land avec un gars qui peut être payé 20 millions de dollars très bientôt. Oui, mais tu écoute, puis je reviens à la blessure de Bedard parce que c'est ça qui change. Tu sais, tout est bizarre à Chicago, j'en ai parlé la semaine passée, là, mais là, on se retrouve dans une situation où Bedard va manquer 4 mois. Il va manquer, grosso modo, 1 mois et demi au début de la prochaine saison, c'est en assumant que l'échéancier est respecté, qu'il n'y a pas de recul dans sa réhabilitation ou quoi que ce soit. C'est pas majeur, probablement que Bedard va être capable il va jouer une bonne partie, il va probablement jouer 65-70 matchs, en assumant encore une fois qu'il a déterminé la saison par la suite sans enjeu de blessure. Mais ça reste que les Blackhawks, on a fait des swings cette année, notamment avec Bo Byram, pour essayer de redevenir compétitif. Même si Bedard revient rapidement, ça reste que son été de préparation est complètement déraillé, ce qui est vraiment, vraiment pas idéal. En plus de tout ça, il se retrouve à devoir négocier son prochain contrat. Lui aussi a besoin d'un contrat pour 2026-2027. Il se retrouve à négocier son prochain contrat en étant blessé. Ça ne doit pas être particulièrement facile pour lui non plus. On est dans une situation où est-ce pas puis moi on en parlait la semaine passée, on n'a pas l'impression que ni un ni l'autre des deux camps a envie de se commettre pour 8 ans à l'autre. Fait que, tu sais, Carl Davidson, j'aimerais pas ça être dans ses souliers en ce moment, parce que on a été vraiment all-in sur cette année. On a fait des transactions qui laissent croire qu'on veut que 2026-2027, ce soit enfin l'année où est-ce qu'on commence à tourner le coin à Chicago. Et là, la blessure de Bedard, sérieusement, ça change un peu tout, parce que
lui, ça y enlève du levier, ça doit le frustrer. Il va arriver, il ne sera pas prêt comme d'habitude, il va arriver en retard. Est-ce que les Blackhawks, dans l'état actuel des choses, peuvent faire les séries si Bedard n'est pas la version surhumaine de lui-même? On peinait déjà à ne pas être 31e avec un Bedard qui était la meilleure version de lui-même. Fait que ça va être quoi dans l'état actuel où est-ce qu'il va revenir avec ses 2 épaules blessées dans 8 mois? C'est pas idéal. C'est vraiment pas idéal pour les Blackhawks en ce moment. Puis j'ai de la difficulté à envisager que cette blessure-là, pour moi, fait en sorte que ça va être une autre année de misère à Chicago. Même s'il va revenir rapidement. J'ai encore l'impression que les Blackhawks vont finir dans le dernier quart de la Ligue. Pas plus haut que, mettons, 25e. Et puis, je serais pas surpris qu'on soit encore en bas de 30e. Pour vrai, je serais même pas surpris de ça. Puis, moi, le pari que j'aurais aimé ça, mettons, si j'étais un playbook guy, là, un playmaker là, sur les... un bookmaker, c'est ça que je voulais dire, en fait. J'ai comme mélangé... En tout cas, bref. Un bookmaker sur un site de paris sportif, tant aussi longtemps que Connor Bedard n'est pas revenu au jeu. Qui va être la meilleure... Qui va être plus haut au classement, Vancouver ou Chicago? Ça va... Ouais. Oui, puis... Mais en même temps, Chicago finit 31e, il y a juste Vancouver qui a fait pire. Oui, tu sais, puis tu te dis, man, gars, puis ça met une tonne de pression sur Bo Byram aussi. Là. Il va arriver dans un contexte où il n'y aura pas Bedard. Il va avoir la pression à 12,5 millions. Son contrat commence l'an prochain, mais reste comme étant le gars qui a signé le gros contrat, là, il va avoir la pression d'être le gars qui fait en sorte que l'attaque continue à rouler, même en l'absence de Connor Bedard. Et la pression d'avoir été le gars échangé contre un 4e choix au total. C'est ça. Puis, tu sais, t'arrives, oui, Anton Frondel est bon, talentueux. Oui, Frank Nazar est là. Mais, tu sais, moi, je sais pas. J'ai de la misère depuis le début à embarquer dans ce plan-là. Puis, sérieusement, cette opération-là de Bedard, cette blessure-là, pour moi, ça change toute l'année 2026-2027 des Blackhawks. Peut-être que j'aurais réagi, peut-être que c'est pas si pire que ça, qu'il va revenir et dire qu'il est correct finalement, mais je trouve que ça tenait déjà à pas grand-chose. Puis on revient encore à... on parle le seul morceau qui aurait peut-être pu nous amener à quelque part. En fait, je vais te résumer ça là, rapidement. Là. Prends la version 2022-2023 du Canadien, puis demande à cette équipe-là de survivre sans Nick Suzuki pour à peu près le premier quart de la saison. À peine à survivre même avec Nick Suzuki. Imagine. Imagine mais Nick Suzuki dans le pic de la reconstruction du CH qui n'était pas « Monsieur, je suis incapable de manquer un match au moins une fois dans ma vie ». Ça n'a aucun sens, man. Ça aucun sens. C'est malade qu'il n'ait pas demandé une transaction pour ces années de misère. Mais mon Dieu, au moins il n'y avait pas le contexte d'une transaction un peu trop coûteuse pour un joueur en défensive. Je veux dire, je pense qu'encore une fois, je l'avais dit une couple de semaines, à la lumière des contrats signés, comme quoi, finalement, c'est pas super Noah Dobson. Bon, regardez ce qui a été donné pour Bowen Byram. Je pense qu'à Montréal, il y en a qui peuvent se consoler du prix qui a été donné pour Noah Dobson.